Ah, était nickel. Chers collègues, prenez place, s'il vous plaît, nous allons commencer. Allez. Ouais. Salut Bernard. Oui, c'est bon. Procuration Maria Sub. Elle est où, Maria? Allez, chers collègues. Pourquoi tu m'en as donné deux là? Allez, c'est parti. On va faire l'appel. Charles Bascle, je l'ai vu, le voilà. Jean-Yves Chaplet aussi. Sandrine Anglezan. Là. Christian Baume. Philippe Berthomieux, absent donné procuration à Jean-Yves Chaplet. Pascal Borde, absente, s'est excusé. Michel Sejeski. Anthony Cellier. Il arrive. Maxime Couston, absent donné procuration à Anthony Cellier. Madame Michel Fauturial. Elle va arriver aussi. Corinne Martin, absente, s'est excusée. Christine Muccio est là. Jennifer Obid aussi. Alain Pommier, absent, s'est excusé. Jean-Christian Ré présent. Justine Roquerolles est là. Thierry Vincent est là. Hop, pardon. Hop. Brigitte Van de Mollebroek est là. Laurent Nadal, je l'ai vu. Pascal Perrière aussi. Sébastien Bayard. Stéphane Morin. Gilles Delalleux a donné procuration à Christophe Serre. Maria Sub a donné procuration à Bernard Ducrot. Fred Mahler, je l'ai vu. José Rieux aussi. Robert Gauthier, il n'est pas encore arrivé. Donc on va voir. Yves Cazorla a donné procuration à Manon Crousier. Patricia Chenel, elle est là. Manon Crousier, elle est là. Patrick Panetier. Ah, il y a un problème de micro. Pardon. Patrick Panetier, donc présent. Philippe Pécou est là. Florian Rérol. Muriel Roy-Cros. Julie Mercier. Patrick Palis. Cédric Clément. Benoît Trichot. Olivier Rebellet a donné procuration à Benoît Trichot. Bernard Ducrot. Claire Lapéroni. Didier Bonneau a donné procuration à Thierry Vincent. Catherine Chantré a donné procuration à Frédéric Mahler. Christine Claire a donné procuration à Claire Lapéroni. Benjamin Debrun a donné procuration à Hervé Ginot. Ghislaine de Verduisan, Hervé Ginot. Daniel Mouchetin a donné procuration à Claire Lapéroni. Donc on a encore le droit d'avoir 2 procurations par personne. Et par contre, on accueille on a maintenant le public qui peut revenir. C'est de nouveau ouvert au public, en respectant un certain nombre de choses, bien évidemment. Mais on les salue. Catherine Pécastin, présente. Vincent Rousselot, il est là. Marie-Chantal Pionnier, je l'ai vu. Jacques Bertolini, c'est Christine Salançon qui est là. Michel Coul, enfin sa suppléante. Michel Coulon. Nathalie Lacousse. Nathalie Forgeroux. Patricia Garnero. Olivier Jouve. Raymond Chapuis. Claude Salot. Sylvie Barieux-Vignal. Philippe Paquier. Guillaume Banel. Dominique Astori. Dominique. J'ai pas vu Dominique. Elian Petitjean. Gérald Missour. Christophe Serre doit être en train d'arriver. André Lopez, c'est Marjorie Sabaton, sa suppléante, qui est là. Jean Roche, il n'y est pas. Pas vu. Véronique Herbet, elle est là. Sophie Guig, je l'ai vu. Bernard Juillet.
Alexandre Pissas. Alexandre, pas vu. Anthony Sellier qui nous rejoint. Béatrice Loison, c'est Gérard Estelle qui est là. Il est où Gérard? Il est là. Et Eric Ajas. Eric Ajas, il n'est pas là. Tu as une procuration? C'est d'accord. Ah oui, pardon. Procuration, Nathalie Lacousse. C'est écrit, c'est moi qui ne voyais pas. Et la secrétaire de séance est Brigitte Van de Mollebroek. Ah d'accord. Donc Astori à procuration à Gérald Missour. D'accord. Tiens, tu l'écriras. Bien, bienvenue donc à toutes et à tous. Et on commence tout de suite par l'installation des nouveaux conseillers communautaires représentant la commune de Saint-Laurent-des-Arbres. Donc il n'y a pas de vote particulier dessus, bien sûr. On souhaite simplement bienvenue. Ça fait déjà un moment, Sylvie Barieux-Vignal, Madame le maire, que vous participez à nos travaux depuis votre élection, mais il n'y avait pas eu de conseil d'agglomération depuis. Donc c'est votre première fois où vous siégez en compagnie de Monsieur Philippe Paquier. Vous êtes donc tous les deux les représentants de Saint-Laurent-des-Arbres. Soyez les bienvenus en notre nom à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc l'installation des nouveaux conseillers communautaires, c'est fait. Il n'y a pas de vote dessus. L'approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 15 mars 2021. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante sur le remplacement des représentants de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, donc dans diverses instances. On a fait le remplacement dans les diverses commissions où vous étiez. Donc je vais les lister. Jean-Jacques Verda à l'Office de tourisme, Sandra Réberol à la Commission Solidarité, Philippe Paquier, Environnement, Christine Thuer, Mobilité et Enfance, Alima Bailly, Enfance, Jean-Louis Noiret, Eau, Paquier à la collecte et valorisation des déchets, Vincent Salvador, attractivité économique, Alima Bailly à la mission locale, Virginie Bianconi à la crèche des mini-pousses et Sylvie Barieux à la crèche des mini-pousses. C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, vous êtes maintenant donc, dans les commissions et vous recevrez les convocations. Et tout le monde, tous les élus, les 701 élus reçoivent à chaque fois les comptes rendus. Je précise aussi qu'en termes législatifs, la loi a évolué. Tous les élus du territoire reçoivent l'information que le conseil d'agglomération a lieu. Seuls les membres du conseil d'agglomération peuvent siéger, évidemment. Donc j'ai eu quelques certain nombre de questions, donc n'hésitez pas dans vos conseils municipaux. Ils reçoivent tous le fait qu'il y a le conseil d'agglo, mais ce n'est pas une convocation. Il n'y a que ceux qui siègent qui reçoivent une convocation. Question suivante sur la désignation auprès de la CLIGET. Donc c'est de la commission locale d'information des grands équipements autour du Tricastin. Donc chaque équipement nucléaire a une commission locale d'information qui existe. Et là, parce qu'il y a beaucoup de grands projets autour du Tricastin, ils ont monté une CLI particulière dans laquelle siège déjà Claire Lapéroni au titre de Pont-Saint-Esprit. Donc là, il convient de désigner pour l'agglomération. Donc il est proposé Jean-Christian Ray et Raymond Chapuis. Ah pardon, c'est Daniel Mouchetan qui est au titre de Pont-Saint-Esprit, pardon Claire. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question suivante, la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Donc moi je dis siéger, mais en fait j'y siège de droit en tant que président, donc je n'y siège plus. C'est Christophe Serre qui me remplace comme suppléant de Guy Aubanel et Elian Petitjean qui n'y était pas, qui y rentre parce qu'il n'y avait personne de la commande publique. Mais donc ça c'était vous avez le document, donc Petitjean, Forgeroux, Astori, Ginot, Aubanel, Martin Borde titulaire et Adrien, Agnel, Lacousse, Claire, Serre, Pommier, Vincent suppléant. Ça c'est pour les élus et on fait rentrer donc 3 associations civiles, associations locales. La première c'est Agissons pour le climat. La deuxième, c'est la Maison des Alternatives Solidaires. Et la troisième, c'est UFC Que Choisir. Donc, ce sera évidemment en tant qu'association qu'ils siègent, à eux, à chaque convocation, de pouvoir envoyer un de leurs membres. C'est évidemment à eux de le déterminer. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Le rapport d'activité 2020. Donc,
vous l'avez reçu toutes et tous. Il y a 163 pages. Donc, on va vous présenter un résumé de ces 163 pages. Ce qui est intéressant dans le détail du rapport d'activité, c'est de montrer l'impact qu'a pu avoir le Covid sur l'année 2020, sur la totalité de nos compétences. Des choses qui se voient, évidemment, puisqu'il a fallu s'adapter sur la petite enfance, sur les centres aérés, sur des protocoles, etc. Mais des choses qui se voient beaucoup moins sur les services de ressources humaines, par exemple, où il a fallu faire en sorte que tous les agents aient une vraie position administrative, que ce soit à NASA, que ce soit en arrêt, que ce soit en télétravail. Donc il a fallu s'adapter, se réadapter sans arrêt en 2020. Ça a été très compliqué. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est symptomatique, mais celui qui fait l'accueil à l'entrée souvent et qui s'occupe de la commande publique, à l'époque où les masques étaient tellement difficiles à obtenir, aujourd'hui on a tous oublié cette période-là, mais c'était une période très compliquée. On avait fait une commande, il a fallu aller sur l'aire d'autoroute pour récupérer les cartons parce qu'ils ne voulaient pas faire le crochet pour nous livrer. Donc c'était une période très compliquée. Et il a fallu s'adapter, et il a fallu trouver des solutions. Donc les services ont fait preuve d'une grande souplesse et d'une grande réactivité et d'une grande capacité d'adaptation. Donc merci à eux globalement. Donc le rapport d'activité, il sera présenté également à la rentrée, à l'automne, dans les conférences territoriales qu'on fait. On regroupera plusieurs communes, comme on a fait l'an dernier, sur à peu près 9 réunions. On présentera de nouveau le rapport d'activité. Donc ça, tous vos conseillers municipaux pourront assister à cette présentation. Et ensuite, vous devrez le présenter vous-même en conseil municipal pour prendre acte qu'il a été présenté. Donc le rapport d'activité 2020, c'est des dépenses en plus, masques, gel, plexiglas, tous les protocoles dont j'ai expliqué tout à l'heure, le fonds local sur l'économie. Ce sont des recettes en moins, puisqu'on a rentré moins de recettes sur les multi-accueils, les centres aérés, puisqu'il y a eu moins d'enfants qui sont venus évidemment pendant ces périodes-là, les écoles de musique. C'est des dépenses en moins aussi, puisqu'on a moins dépensé, notamment dans la cuisine centrale ou dans les transports. Et c'est des recettes en plus, puisque la CAF a abondé, vraiment je souligne la qualité de relation avec la CAF, puisqu'ils ont abondé au-delà de ce qu'on a réalisé pour permettre à nos structures de continuer d'exister. Au final, en 2020, c'est 1 million d'euros qui ont été mobilisés pour le Covid. Donc, le rapport d'activité 2020, je ne sais pas s'il est projeté, le rapport d'activité 2020, voilà. Donc, l'agglomération pour la petite enfance, la jeunesse et les loisirs, c'est la diapo d'après. Donc, 205 agents, 13 crèches qui ont accueilli 1049 enfants pour 462 places offertes. On a 2 crèches qui sont restées ouvertes pendant le premier confinement. On a accueilli en moyenne 7 enfants, ce n'était pas toujours les mêmes. On a eu 2 relais d'assistantes maternelles également qui ont assuré 533 places auprès des assistantes maternelles du territoire. Et il y a 18 ALSH, des accueils de loisirs sans hébergement, 15 de 3 à 12 ans et 3 pour les adolescents, qui ont accueilli 819 jeunes. Presque 200 000 repas ont été servis à la cuisine centrale, préparés, et 825 élèves ont suivi les enseignements des 3 écoles de musique, 611 heures d'enseignement hebdomadaire qui n'ont pas toujours été au rendez-vous, évidemment, pendant la période du Covid. Donc là aussi, un salut particulier aux profs de musique, puisqu'ils ont réussi à s'adapter, ils ont fait des tutos, ils ont fait des liens téléphoniques, Internet avec les élèves pour, dans la mesure du possible, eh bien, continuer un certain nombre de cours. Et puis alors oui, parce que comme j'ai soif, je vous le dis, vous avez sur la table une gourde en bambou. Hein, cette gourde en bambou, gardez-la précieusement, puisque à partir du prochain conseil d'agglo, il n'y aura plus de bouteilles en plastique qui seront mis à votre disposition. Donc ça sera à vous de remplir votre gourde avec ce que vous voulez, mais en tout cas chez vous. Et vous pourrez venir en conseil d'agglo boire directement à la gourde, donc plus de bouteilles en plastique. Donc vous en avez chacun une, elle est en bambou, en hommage évidemment à l'animal préféré d'Anthony Sellier, le panda, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Anthony, hein, pas le panda. Ensuite, l'agglomération sur les solidarités. Donc Résavi, on a accueilli 15 femmes, 6 enfants dans 2 hébergements d'urgence. Les 25 communes qui ont été desservies par le France Service, le camping-car labellisé, qui continue à tourner,
qui a essayé de tourner aussi pendant la période Covid. C'était beaucoup plus compliqué, évidemment. Des subventions à Riposte et à la Masse, ainsi que le phare Saint-Vincent, notamment pour lutter contre les isolements des personnes SDF. 16 000 € également sur ceux qui luttent contre les handicaps, entre le Lions Club et le Vendeur d'Espoir, et au foyer Saint-Vincent là aussi. La Maison de Justice et du Droit, où on retrouve les aides aux victimes, où on retrouve les accueils avocats, où vous pouvez suivre des dossiers, le service public, l'écrivain public, pardon, ou encore les aires d'accueil des gens du voyage avec les 23 places, 13 à Bagnoles et 10 à Laudun. La politique de la ville, 82 appels à projets qui ont présenté 852 000 € avec un reste à charge de 334 000 € pour l'agglomération, les communes membres, Bagnoles et Pont-Saint-Esprit. Au final, ce sont plus de 60 actions, certaines nouvelles, qui ont été lancées dans les quartiers politiques de la ville ou des projets pour les stades d'enfants, par exemple, qui ont été inaugurés dans le quartier politique de la ville à Pont. Une agglomération également pour l'aménagement global du territoire. 6,5 millions d'euros d'emprunts ont été garantis dans le cadre du logement, ce qui permet, c'est très important parce que cette garantie d'emprunt permet en général aux bailleurs sociaux, mais pas que, de pouvoir faire des projets. Donc c'est bon parce que ça crée du logement et c'est bon aussi parce que ça crée de l'économie pour les entreprises et ou pour les artisans. Les objectifs de mixité sociale, qui a été fixé par le programme local de l'habitat, avec un salut particulier en 2020 sur les bailleurs sociaux qui ont beaucoup contribué au travail sur la commission intercommunale du logement et sur la commission intercommunale d'attribution, qui nous permet de travailler dans la transparence le plus possible. Et 1479 permis ont été traités en 2020, ce qui représente une augmentation de près de 50% des permis traités. Ce qui est, alors, où est-ce qu'en 2020, peut-être il y a un certain nombre de gens qui ont pris du temps et qui ont, qui ont voulu faire un certain nombre d'évolutions dans leur vie, ou parce qu'ils avaient plus de temps pour réfléchir à des projets, ou parce qu'il y a eu moins de dépenses et plus d'épargne, je ne sais pas, mais en tout cas, au final, on a 50% de projets en plus en termes de documents d'urbanisme, ce qui est quand même énorme, hein, puisqu'on passe de 1000 à 1500. C'est 50%, mais en chiffres, ça représente quand même une charge très importante pour et puis les divisions parcellaires, bien sûr, c'est tous les documents d'urbanisme. Sur l'environnement, on a lancé en 2020 beaucoup de réunions sur le plan climat, air, énergie territoriale qui sera bientôt présenté, en tout cas je l'espère. L'étude, bien sûr, sur la mise en place d'un service de broyage de déchets verts qui a été lancé. On a, vous le savez, beaucoup de problématiques autour des déchets verts avec beaucoup de volume qui n'est pas toujours au bon endroit. L'agglomération qui a suivi l'animation Natura 2000, la forêt de Valbonne, avec toute la problématique notamment des chauves-souris, mais pas que. Et le déploiement du dispositif Cedralis, tout ce qui est lié au risque majeur, mais en 2020, espérons que ça dure. Nous n'avons pas eu tellement recours à ce dispositif. Ensuite, l'eau et l'assainissement, bien sûr. L'eau et l'assainissement, donc en 2020, c'était l'année de prise en compte de la compétence. 17 agents qui ont été transférés, 17 contrats de délégation de services publics entre l'assainissement et l'eau, 28 régies d'assainissement, 19 régies d'eau potable. Donc vous imaginez un peu le mélange de tout ça. Enfin, vous le savez toutes et tous d'ailleurs, ça fait partie des éléments dont il faut essayer de trouver rapidement une harmonisation de gestion pour qu'on puisse ne plus avoir ces étages différents. Au final, l'eau et l'assainissement, ce sont des budgets annexes pour 27 millions d'euros en 2020. Donc 27 millions d'euros en 2020, c'est quasiment l'équivalent du budget total de l'agglomération, le budget réel après avoir remboursé les FNGIR et les AC, c'est quasiment le budget global de l'agglomération. Donc ce sont des choses très importantes. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 km de canalisation souterraine, 64 stations de production, 77 ouvrages de stockage pour distribuer l'eau potable et 41 stations d'épuration. Là aussi, l'effet Covid, un salut particulier aux agents. Au tout début du Covid, il a fallu aller gérer des dégrilleurs, donc faire du travail compliqué avec des matières difficiles et délicates. On ne savait pas encore à ce moment-là quels étaient les tenants et les aboutissants du Covid, donc il a fallu que des agents mouillent la chemise pour faire ce genre d'opération, donc ils en soient quand même remercier, parce qu'évidemment, on parle toujours de celles et ceux qui sont en première ligne, le personnel médical, et c'est normal.
mais il y a aussi tous ceux-là qui ont fait beaucoup de travail pendant la période du Covid. Sur l'aménagement du territoire, il y a eu 17 projets qui ont été portés dans le cadre du contrat de ruralité pour 6,5 millions d'euros d'investissement. Les études qui ont été menées sur la rénovation du musée de Bagnoles, qui seront présentées à la rentrée. Le département et la région se sont maintenant installés. Il va y avoir des nouveaux élus aux différentes compétences de ces deux collectivités qui font partie de nos deux partenaires sur le musée. Donc on va les réunir bientôt pour avancer. Et puis 700 000 euros, un peu plus de 700 000 euros qui ont été alloués aux 40 dossiers de fonds de concours. Et au moment où on parle de fonds de concours, Christophe Serre nous rejoint. Belle synchronisation. Les mobilités, donc j'en profite aussi, les mobilités, pour rappeler qu'on vient d'inaugurer jeudi dernier la navette urbaine de Pont-Saint-Esprit. Donc n'hésitez pas, vous avez la communication sur les sites internet. Si vous voulez pour vos communes des documents que vous pouvez remettre également aux usagers, c'est à disposition, donc n'hésitez pas. Donc en 2020, il n'y avait pas encore la navette urbaine de Pont-Saint-Esprit. Par contre, il y avait 65 véhicules qui ont transporté 3624 élèves. 360 000 euros ont été économisés. Enfin, le délégataire nous a rendu un peu plus de 360 000 euros, justement parce qu'il y a une période où ils n'ont pas du tout tourné, en raison de la crise sanitaire, ce qui a été compensé avec pour nous, une perte de 300 000 euros dans les recettes. Donc là-dessus, on est à peu près à l'équilibre. Le service transport a transporté, je crois que c'était 65 000 personnes. C'est 50 000 ? C'est 65 000 ou 50 000 personnes en 2020 ? Je crois que c'était 65 000. Oui. 65 000. Donc il y a une coquille sur la présentation. Donc 65 000 personnes qui ont été transportées. Et on a fini même la phase d'études des pôles d'échange multimodaux de Pont-Saint-Esprit et de Bagnols-sur-Cèze. Les communes ont acheté pour notre compte un certain nombre d'acquisitions foncières. Je crois que c'était au dernier conseil d'agglo d'ailleurs qu'on a fait les opérations, ou c'est à celui-ci, c'est à celui-là. On va faire les remboursements et le transfert de propriété des communes vers l'agglomération. Sur l'emploi, il y a eu 60 chantiers d'utilité sociale. Là aussi, le travail a continué malgré la crise sanitaire, qui ont été réalisés par 45 personnes salariées en insertion. Et la mission locale a accompagné 1218 jeunes. Et avec en plus maintenant, après la crise Covid, c'est le plan de relance avec notamment la mise en place du dispositif Un jeune, une solution. On a explosé déjà ce chiffre alors que l'année n'est pas encore finie. Sur les partenariats économiques, on a fait en 2020 4 compromis de vente dans les 10 zones d'activité économique. Des nouvelles études foncières ont été lancées parce que aujourd'hui, nous avons consommé les 92% des 205 hectares de foncier économique disponibles. 101 porteurs de projets ont été accompagnés. Là aussi, c'est important parce que ça prouve que même pendant la période compliquée qu'on a vécue, il y a quand même des gens qui ont porté des projets, qui ont créé des entreprises et qui ont créé des richesses et de l'activité. On a notamment fait des prêts à taux zéro en partenariat avec l'initiative Gare à hauteur de 482 000 euros. Bien sûr, il y a eu les 300 000 euros du fonds local qu'on a multiplié par 2 en tout début d'année, mais donc là, ça passera sur le CA. Mais aujourd'hui, c'est plus de 600 000 euros qui ont été mobilisés sur le fonds local. Le contrat de transition écologique qui a permis d'accompagner des projets photovoltaïques, les projets Jiffy, les expérimentations agrivoltaïques, le robot qui nettoyait, enfin voilà, toute une série de choses. Plus de 10 startups qui ont été soutenues par la Clean Tech Valley. On en a encore accompagné une récemment dans une démonstration dans une crèche pour désinfecter des téléphones, des objets, des jeux, quand on est dans les crèches, des livres dans les médiathèques, pour qu'on puisse être des usagers en toute sécurité. Le tourisme, là aussi, je me répète, mais c'est quand même important parce que les agents ont réussi à s'adapter aux demandes. Il a fallu, là aussi, on ne s'en rappelle plus, mais au mois de mai dernier, il y a un an, les entreprises n'avaient même pas accès à des masques ou à du gel parce qu'il n'y en avait plus nulle part. Donc on leur a fait passer du matériel pour qu'ils puissent préparer la saison. Et la saison a été, la Provence-Occitane a été un très très beau succès,
malgré la période Covid. Donc, alors évidemment, ce n'est pas égal. Il y a des entreprises qui ont souffert et qui ne sont pas revenues à la bonne hauteur, mais d'autres qui ont fait des meilleures années en 2020 qu'en 2019. Donc il y a eu une mobilisation importante et il a fallu s'adapter. Vraiment, je crois que ça a été le maître mot. On a été un des premiers territoires à faire une charte sanitaire autour du tourisme. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites et qui fonctionnent, puisque aujourd'hui encore, là, il y a quelques jours, on a fait auprès d'RTL et de LCI, on était à la une de ces médias. Donc le tourisme, eh bien, on a aussi décalé le paiement de la taxe de séjour. Les 6 bureaux d'information touristique ont communiqué sur les aides régionales aussi, parce qu'il n'y avait pas que le touriste qu'il fallait renseigner, il y avait aussi les professionnels qui avaient besoin d'informations. Les dépenses de fonctionnement hors reversement de fiscalité, donc 35 millions d'euros pour l'année 2020, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez sur l'eau et l'assainissement, c'est 27 millions, hein, donc là c'est 35 millions. Vous avez bien sûr sur cette partie-là les 10 millions d'euros il y a pas, je vois pas la légende, mais bon, c'est 10 millions d'euros des centres, des multi-accueils. Après, vous avez les 3 millions d'euros des ALSH et vous avez les 8 millions d'euros qui doivent correspondre à... Alors attendez, j'arrive plus à le lire celui-là. Il manque des morceaux, hein. Ils ne sont pas tous affichés. Ben là, celui qui est affiché en ce moment, il n'y a pas les multi-accueils, donc c'est celui qui est en bas. Je pense que celui-là, 10 millions d'euros, ça va être les ordures ménagères. Ensuite, le 8 millions, ça va être les multi-accueils. Les 3 millions en haut sont les centres aérés. Et bon, là, il n'y a plus rien du tout qui est affiché. Donc du coup, vous avez la dépense de fonctionnement hors reversement de fiscalité. Ensuite, les dépenses de fonctionnement par nature, où là, on va retrouver ces dépenses-là, qui vont être peut-être un peu plus limpides, 24,8 millions d'euros qui sont redistribués dans les communes, les fameuses AC, ou à l'État, le fameux FNGIR. Donc c'est 24,8 millions d'euros sur, vous vous rappelez, hein, sur à peu près, enfin vous ne vous rappelez pas, mais c'est 43 millions d'euros de rentrée fiscale, il y en a 24 qui repartent, d'où les 35 qui sont ensuite la réalité du budget. Les 14 millions qui sont sur les charges à caractère général, où on retrouve évidemment les contrats, et les 17,7 millions qui correspondent aux frais de personnel, où là il y a 80, on verra la ventilation après, sur comment il est composé. Les recettes de fonctionnement pour l'année 2020, donc vous avez les 43,4 millions d'impôts et taxes, donc on en rend 25, hein, et ensuite les dotations et subventions pour 12 millions, et ensuite les produits de services pour 4 millions 3, et la ventilation sur les RH, sur les charges de personnel. Donc vous voyez les 39% qui représentent les multi-accueils, les 17% sur les centres aérés, les 13% sur les ordures ménagères et les 7% sur l'aménagement du territoire. Donc si vous enlevez, ce que je dis tout le temps, mais si vous enlevez les crèches, les centres aérés, les déchetteries, les écoles de musique, évidemment, vous avez 80% du personnel qui est là-dedans. Ça, c'était le résumé du rapport d'activité. Je pense que j'ai fait le tour, oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Il n'y en a pas, donc on acte le fait qu'il a été présenté. Donc, qui n'est pas d'accord pour dire qu'il a été présenté? Qui s'abstient? Donc tout le monde acte qu'il a été présenté. Je vous remercie. Question suivante, modification des statuts. Donc sur la modification des statuts, il y a eu des modifications légales. Donc notamment, vous l'avez remarqué, dans les compétences obligatoires, il y a un certain nombre de libellés qui ont changé. Et surtout, avant, il y avait compétences optionnelles et facultatives. Ça a disparu au profit de compétences supplémentaires. Donc on profite évidemment du projet de territoire pour remettre à jour nos statuts, pour intégrer Montfaucon, qui ne l'avait jamais été d'ailleurs, et pour pouvoir ensuite prendre les différentes mesures qui s'imposent, notamment sur
un bureau, donc vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on l'avait dit, le bureau, donc ça sera juste le président et les vice-présidents, et il n'aura pour unique délégation que le foncier d'entreprise, puisque de temps en temps, il arrive que il faille refaire un acte notarié et il ne faut pas attendre le conseil d'agglo d'après pour acheter ou vendre avec une entreprise. Donc des fois, il nous arrive d'être un peu pressé. Donc dans ces cas-là, on aura recours au bureau, mais ça sera la seule raison pour laquelle on aura recours au bureau. Donc ça n'arrivera que très rarement et quand ça arrivera, évidemment, on l'expliquera. Et voilà. Donc sur les modifications des statuts, on a repris les compétences qu'on exerce, telles que définies par la loi. Est-ce qu'il y a des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante sur la définition de l'intérêt communautaire. Donc sur la définition de l'intérêt communautaire, là, on a, en fonction évidemment des statuts qui ont été modifiés et du projet de territoire, remis à jour un certain nombre de modifications. Donc vous avez les modifications qui suivent sur les commerces. Vous vous rappelez que on a rendu au commerce l'activité commerciale et on garde uniquement la partie tout ce qui n'est pas de proximité en fait, tout ce qui est de valeur ajoutée intercommunale. Sur l'espace communautaire, la création et la réalisation de zones d'aménagement sur la friche industrielle de l'Audin-Ardoise, puisque ce n'était pas rédigé comme ça pouvait poser un certain nombre de difficultés. Sur l'habitat social et l'équilibre, la politique du logement, donc c'est tout ce qui est lié à l'offre de logement dans les orientations du PLH, les fameuses commissions qui nous permettent d'avoir de la transparence avec les bailleurs sociaux. Les aides financières, c'est ce qui nous permet d'avoir les garanties d'emprunt dont on évoquait tout à l'heure. Et puis l'action en faveur des personnes défavorisées, sur l'indignité des bâtis, sur la précarité énergétique, sur l'accessibilité dans le but du maintien à domicile. Vous vous rappelez, ça aussi, c'était dans le projet de territoire, quelque chose qu'on voulait mettre en avant, notamment sur l'habitat inclusif. Et puis l'amélioration du parc immobilier bâti dans la rénovation thermique des habitants. Vous savez qu'on a le projet de faire survoler dans le territoire une caméra thermique qui nous permettra à chacun de connaître la réalité de chaque habitation et des aides qui pourront y être associées si vous vous lancez dans des travaux. En matière de voirie, donc on a la voirie, mais uniquement sur les zones d'activité économique. Également tout projet visant à améliorer la desserte du Gard rhodanien, c'est la rhodanienne, et la création et l'aménagement de gestion de parcs de stationnement des zones d'activité économique. On a rajouté et on a enlevé les nouveaux équipements pour devenir les équipements nautiques, muséaux et mémoriaux à rayonnement supracommunal. Là aussi, c'est ceux qui sortaient du projet de territoire. Et sur l'action sociale, les actions sur la petite enfance, les accueils de loisirs sans hébergement pour les ados et les jeunes. Et puis, bien sûr, la sécurité, donc on va travailler dessus. Donc le projet de territoire, on l'a toujours dit, évoluera. Et en fonction des évolutions qu'on voudra lui donner, eh bien, on reviendra sur l'intérêt communautaire pour pouvoir le faire évoluer en fonction de nos besoins et de nos volontés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je pense que c'est Manon Crousier, non? C'est bon. Bonsoir. C'était juste une petite demande de précision. Donc, en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs, il est indiqué notamment la prise en compte dans l'intérêt communautaire des équipements nautiques à rayonnement supracommunaux. Nous en avons beaucoup parlé de ce sujet depuis la fermeture de la piscine couverte de l'Audin-l'Ardoise et nous avons également parlé pendant toute la phase de construction et d'approbation du projet de territoire. La question est de réfléchir, savoir si l'on souhaite investir dans un équipement nautique qui pourrait être un équipement neuf, dans la réhabilitation de la piscine couverte de l'Audin-l'Ardoise ou dans un périmètre élargi à toutes les piscines. Dans le cadre de cette délibération, je pense qu'il faut préciser si la piscine couverte de l'Audin-l'Ardoise rentre bien dans la catégorie des équipements nautiques supracommunaux tels que mentionnés dans l'intérêt communautaire. Cela permettrait d'être clair et de confirmer si cette option est toujours envisageable. Merci. Merci. Donc là, nous sommes sur l'intérêt communautaire. Maintenant, c'est le travail qui commence, qui va le définir. Donc tout le travail qui est devant nous, c'est de savoir justement
de définir les besoins, exactement ce qu'on a dit dans le projet de territoire. Donc de définir le besoin, de regarder quelles sont les choses qu'on est capable de mettre en place dessus, et ensuite de se réunir pour décider à quelle vitesse on le fait, où on le fait, et sur quels équipements on le fait. Donc l'intérêt communautaire englobe la totalité de cette problématique. À nous maintenant de travailler pour qu'on puisse faire des propositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée, je vous remercie. Question suivante, donc la création du conseil de développement. Là aussi, c'est la droite ligne du projet de territoire. On avait dit depuis déjà un certain nombre de temps que dans le cadre du projet de territoire, toutes celles et ceux qui avaient pu contribuer à des contributions, à des discussions, qui nous avaient envoyé un certain nombre de propositions, eh bien, il faudrait qu'on puisse les réunir dans ce qu'on appelait un conseil de développement. Donc on a fait travailler le vice-président en charge de ce conseil de développement, à qui je vais donner la parole, qui va l'expliquer bien mieux que moi. Je proposerai d'ailleurs que ce soit lui qui soit référent des relations avec le conseil de développement. Donc ça sera Gérald Missour qui sera le référent si vous l'acceptez. Et peut-être, Gérald, de nous dire, monsieur le vice-président, un certain nombre de détails sur la composition et sur les règles qui vont régir ce conseil de développement. Tout à fait, merci beaucoup. Donc c'est l'article L 5211-10-1 du CGCT qui vient expliquer ou préciser ce qu'est le CODEV. Il doit donc être consulté sur plusieurs points, notamment les documents de prospective et de planification résultant du projet de territoire, la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'EPCI. On souhaite évidemment que ce soit un lieu de réflexion, de prospective transversale pour alimenter, enrichir les décisions publiques. On l'a dit tout au long de l'élaboration du projet de territoire. Ce document que nous avons voté au mois d'avril n'est pas fixe, il a vocation à évoluer, à s'enrichir, à aller approfondir certains sujets ou au contraire à se mettre plus en retrait. Tout cela, le CODEV y participera. Alors, il a fallu fixer un nombre de membres. Pour cela, nous avons continué à travailler avec le cabinet d'études qui nous avait suivis tout au long du territoire. Pourquoi? Tout simplement parce que ce cabinet d'études avait aussi dans ses autres fonctions celle d'accompagner sur d'autres territoires à la création d'un CODEV. Je vous rassure, ça n'a pas coûté un centime de plus, c'était dans le paquet de départ. Et donc, il a été décidé de partir sur 50 membres, qui est ce qui se fait dans la majeure partie du temps sur les autres territoires. Sachant aussi qu'il est spécifié qu'il faut respecter la règle de parité. Ça, c'est dans les textes. Il faut refléter au mieux la diversité de la société, aussi bien dans les communes de résidence que les générations, catégories socio-professionnelles, etc., et puis provenant de milieux variés. Dans le cas précis du Gard rhodanien, nous avons reçu à peu près 90 candidatures. Sur ces 90, nous en avons retiré. Pourquoi? Parce que nous avons décidé, il y avait des conseillers municipaux déjà en place. On a jugé que ce n'était pas une bonne chose. Les conseillers municipaux étaient déjà entendus dans les conseils respectifs et par conséquent, on a trouvé qu'il valait mieux laisser la place aux citoyens qu'à des élus qui, encore une fois, pouvaient déjà s'exprimer. Donc on arrive aujourd'hui à 76 candidatures. Sur ces 76 candidatures, il y a 29 dames et 47 messieurs. Par conséquent, nous avons un total de 76 personnes. Il va falloir arriver à 50. Nous avons pris la décision, et nous vous la soumettons, de faire tout simplement un tirage au sort. Pour laisser, pour ne pas partir après sur des décisions qui seraient peut-être incomprises. Donc, on fera un tirage au sort, probablement dans les prochains jours. On en a déjà discuté cet après-midi. On vous communiquera la date précise. On fera quelque chose de public pour que ça soit bien transparent. Et voilà ce qu'on vous propose de faire et de voter. Merci, monsieur Missour. Le tirage au sort, on le fera effectivement très prochainement. Et on attend simplement d'être sûr, comme on ne veut pas d'élus
dans le conseil de développement. Il y a 701 élus sur le territoire. On n'en veut pas non plus du dernier mandat. Donc il y en a 701 à vérifier. Donc ça prend un tout petit peu de temps pour qu'on soit sûr de ne pas faire d'incompatibilité. Et puis tous ceux qui sont élus d'une manière générale. Donc du coup, il faut qu'on vérifie tout ça. Donc sur la création du conseil, sur sa composition, sur le fait de désigner Gérald Missour et les différentes dispositions du mandat à court, y a-t-il des questions ? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc le CODEV est ainsi créé et il se réunira. Peut-être on arrivera même à le réunir dans l'issue du tirage au sort si on y arrive pendant l'été. Sinon, on le fera tout de suite en début septembre. Question suivante, Madame Lapeyronie, sur le projet Avelo. Avelo 2. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Comme son nom l'indique, Avelo, ça va parler de vélo. Donc, c'est juste pour vous informer que l'agglomération a répondu à un appel à projet de l'ADEME. Il y avait déjà eu Avelo, la première version en 2019. Donc, c'est la deuxième, le numéro 2 de Avelo. Donc, il y avait une fenêtre de tir entre le mois de mars et le 16 juin exactement. Donc, pour répondre à cet appel à projet et à la clé, il y a un accompagnement bien sûr financier de l'ADEME sur la thématique de la stratégie de développement d'aménagement cyclable, des services vélos. Vous avez 4 axes différents. Juste préciser aussi qu'il y a une étude en 2015, une étude EGIS qui avait été lancée par l'agglomération du Garaud-Dagnin. Et donc, l'idée, c'est que l'ADEME aussi mette à jour cette étude. Elle a le mérite d'exister pour mieux travailler sur ces options sur notre territoire. Et comme on parle de mobilité, je voulais remercier toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne dans le cadre du plan de mobilité simplifié. Vous êtes 347 personnes, donc c'est pas mal. Donc tout ça aussi, ça va être analysé cet été. Voilà, cette question a été présentée à la commission mobilité et déplacement le 25 mai dernier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, Madame Lapeyronie, toujours. Oui. Alors là, on va parler des PEM. Des PEM, voilà. Voilà, les pôles d'échange multimodaux. Donc, il y a 2 délibérations consécutives. La première, c'est pour acter le principe de concertation préalable de ces PEM. C'est comme un PLU. Il faut de la concertation publique. Dans la mesure où le montant de l'opération pour celui de Bagnols-sur-Cèze est au-delà de 1,9 million, la concertation est obligatoire, mais il nous a semblé important aussi de faire de la concertation pour celui de Pont-Saint-Esprit. Donc ça se traduit par une expo de panneaux qui va tourner, de la diffusion dans la PQR, une réunion publique qu'on essaiera d'organiser à la rentrée si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. Et puis, bien sûr, la mise à disposition d'un registre, puisque c'est une concertation publique, donc vous pourrez apporter toutes vos remarques sur ces 2 pôles d'échange multimodaux du territoire. Là, on parle de Pont et Bagnols, mais ensuite, il y aura celui de l'Autun. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Et toujours les PEM, Madame Lapeyronie. Alors là, les PEM, mais là, c'est le côté plus administratif encore. Le président l'a dit tout à l'heure au moment du bilan de 2020. En fait, les communes de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit ont acquis du foncier et maintenant, il faut rétrocéder ce foncier. Voilà. Donc, c'est des conventions de transfert de gestion du foncier qui concernent Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit à l'agglomération du Garaud-Dagnin pour qu'elle fasse son travail sur ces 2 zones importantes pour l'attractivité de notre territoire. Merci. Et avec une fin d'études programmée, pas une fin d'études, des appels d'offres lancés pour que des coups de pelle puissent se faire d'ici la fin de cette année, oui, avec une priorité bien sûr sur le parking pour qu'on soit prêt avec la réouverture. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante.
Le rapport annuel 2019-2020 sur les transports publics. Oui, alors là, c'est un rapport annuel donc, qui va du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, donc forcément impacté par la crise Covid. Donc ça a été dit aussi dans le rapport annuel du président tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous lister à la fois les indicateurs sociaux, les données quantitatives et qualitatives de notre délégataire, ce qu'on peut dire que sur l'année 2019-2020, forcément, le service a été fortement impacté par la crise Covid. Donc je vous épargne tous les indicateurs. Voilà, mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Avec le point d'orgue, effectivement, en 2019, c'était le lancement de la navette urbaine de Bagnols. Début 2020 de Bagnols-sur-Cèze. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Peut-être qu'on prend juste l'acte qu'il a été présenté, non? C'est un rapport. Des oppositions, du coup? Des abstentions? Donc, le rapport est adopté. Et question suivante, c'est Christophe Serre sur le CRTE. Voilà, bonjour à tous. Il s'agit du protocole d'engagement du contrat de relance de transition écologique qui a été pré-signé tout à l'heure à 14h en préfecture avec l'ensemble des PETR. Donc la particularité de notre contrat de relance et de transition écologique, c'est qu'il est porté par la communauté d'agglomération, donc les 44 communes, alors que tous les autres sont portés par les PETR. Donc ça, c'est un contrat qui va chapeauter l'ensemble des contrats existants, ce qui va peut-être faciliter aussi la chose. Donc c'est le nôtre de contrat de relance et de transition écologique a comme axe, on va dire, notre projet de territoire, avec les 5 ou 6 axes que nous avions donc définis. Donc il convient de s'engager pour l'élaboration de ce CRTE d'ici la fin de l'année 2021, puisque ça concerne la relance que l'État veut engager. Et pour rappel, à l'heure d'aujourd'hui, sur la communauté d'agglomération du Gard-Audanien, nous avons pour 1,5 million d'euros de projets, ce qui concerne 25 projets pour 16 communes. Voilà, donc le protocole d'engagement, Monsieur le Président, a été signé tout à l'heure. Il faut que ce soit validé par l'Assemblée. Et il y aura certainement, à un moment donné, une nouvelle signature où vous serez conviés pour les fonds qui viendront donc sur notre... Merci, Monsieur Serre. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Monsieur Bayard sur l'EPF. Oui. Et bonsoir. Cela concerne le site ArcelorMittal. Donc c'est l'avenant à la convention avec l'établissement public foncier Occitanie concernant l'acquisition, la gestion et la rétrocession future des terrains. Donc en présentation, l'établissement public foncier Occitanie est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. L'EPF Occitanie est habilité à procéder à toute acquisition foncière et opération immobilière et foncière de nature à faciliter l'aménagement. Donc, les terrains faisant objet de la présente convention correspondent à un ensemble dénommé historiquement usines Ugine-Acier. Ils ont supporté dans le passé une activité industrielle de type sidérurgique. Pour info, la communauté d'agglomération du Gard-Audanien a saisi l'EPF LR le 11 avril 2016 afin d'engager une intervention foncière au travers d'une convention tripartite regroupant l'EPF, la communauté d'agglomération du Gard-Audanien et la commune de Laudun-l'Ardoise. Le conseil communautaire du lundi 12 avril 2021 a permis aux élus du Gard-Audanien d'échanger sur le sujet et de se prononcer. L'autorité territoriale a fait le choix de respecter l'avis de la commune d'implantation Laudun-l'Ardoise. Celle-ci s'étant déclarée favorable au projet JIFI, celui-ci a été adopté par le conseil communautaire. Les engagements et obligations de l'EPF de la communauté d'agglomération du Gard-Audanien et de la commune de Laudun-l'Ardoise quant aux acquisitions, à la gestion et à la rétrocession future des terrains sont développés dans la convention signée en 2016 pour une durée de 5 ans. Cette durée est prolongée de 3 ans afin de permettre à la communauté d'agglomération du Gard-Audanien de finaliser
ces échanges avec l'entreprise Jiffy. Il vous est donc proposé d'approuver l'avenant à la convention avec l'EPF Occitanie et la commune de Laudun-l'Ardoise. C'est une question qui a été présentée à la commission attractivité économique du 1er juin 2021. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Monsieur Bayard, toujours sur la Grisby. Oui, subvention 2021 à l'association Grisby. Donc, dans le cadre de l'animation de la concertation du monde économique et de ses actions pour l'emploi, la communauté d'agglomération anime un partenariat avec les collectivités d'entreprises de filière. L'association Grisby a pour vocation de regrouper les chefs d'entreprise du territoire, ce qu'elle fait de manière dynamique puisqu'elle regroupe à ce jour 150 entreprises d'activités différentes, bâtiments, industrie, services et commerces. L'agglomération soutient cette collective qui a pour mission première d'influer sur le développement économique et la création d'emplois en se mettant en avant l'existence et le savoir-faire des entreprises du Gard rhodanien. Ce soutien se concrétise par une mise à disposition gratuite d'un bureau au sein du bâtiment de l'Office des entreprises, mais également par une aide financière permettant cette année à l'association de poursuivre son action d'accompagnement d'un public jeune en lien avec la mission locale Jeunes, facilitant l'accès à l'emploi par la mise en place de parrainages, de stages et d'orientation pertinentes vers différents métiers. De développer la communication digitale par la création d'une application facilitant le partage des multiples informations entre adhérents. En conséquence, il vous est proposé d'autoriser le versement d'une subvention à l'association Grisby pour l'année 2021 d'un montant de 5 000 €. Merci, Monsieur Bayard. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote en saluant la présence de Grisby dans le public. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, Monsieur Bayard, sur Eurosud Team. Ah non, la cotisation à mission locale, pardon. Oui, tout à fait. Cotisation 2021 à l'association Mission locale Jeunes du Gard rhodanien. Donc, la mission locale Jeunes du Gard rhodanien assure une mission de service public auprès des jeunes de 16 à 25 ans et développe son offre de services autour de l'accueil, information, la formation, l'accès à l'emploi et l'aide à la vie quotidienne. Elle a accompagné en 2020 1218 jeunes relevant du territoire de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération assure la présidence de l'association. Il est proposé au conseil communautaire de fixer la cotisation par habitant à 1,41 € et donc d'attribuer pour l'année 2021 une cotisation d'un montant de 106 920,30 € ce qui correspond donc à 75 830 habitants par 1,41 €. Et d'autoriser le président à signer tous les actes s'y rapportant, notamment la convention. Donc, juste pour info, en 2020, c'était 1,40 €. Merci, M. Bayard. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. La mission locale qui travaille beaucoup en ce moment sur le plan, ce que je disais tout à l'heure, une solution, un jeune. Et donc Alexandre Pissas vient de nous rejoindre dans le PV. Oui, à savoir que dans le plan de relance, on a environ 400 jeunes à trouver un emploi. Voilà. Absolument. Avec belles opérations, on avait mis en avant il y a quelques semaines. Eurosud Team, cette fois-ci, la cotisation. Oui, cotisation 2021 à l'association Eurosud Team. Eurosud Team est une association qui a pour objet de contribuer dans la région Occitanie au développement et à l'optimisation de réseaux de communication intermodaux performants, notamment ferroviaires pour les voyageurs et les marchandises, favorisant les échanges et prenant en compte l'aménagement équilibré du territoire, le respect de l'environnement, les caractéristiques internationales et européennes et le développement durable. L'adhésion à cette structure permet notamment d'œuvrer pour assurer un relais d'information, un développement d'actions de présence et d'intervention, un développement des synergies avec les partenaires privés et publics. Pour le développement de projets structurants inhérents à notre territoire, en particulier les projets ferroviaires dont le dossier train voyageurs rive droite. La cotisation annuelle proposée à l'agglomération du Gard rhodanien est de 1 400 € pour l'année 2021.
Merci. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Et ben, c'est moi du coup, puisqu'il n'est pas là. Donc la question d'après, c'est une vente d'un terrain sur René Dumont, à la société Animalin, que vous devez connaître peut-être. Donc vous avez les 1202 mètres carrés au prix de 38 596,20 €. Et donc on doit préparer les actes pour pouvoir les signer. Il faut qu'on vienne d'autoriser le président à procéder à la vente. Et c'est ce que je vous disais, ça peut-être demain on pourra le passer sur des bureaux pour que si jamais il faut changer des virgules au dernier moment, on puisse le faire. Donc c'est dans les mains des notaires. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée, je vous remercie. Question suivante, Guillaume Banel pour 5 questions concernant les garanties d'emprunt de logements sociaux. Oui, bonsoir à tous. Donc la question numéro 20 concerne la garantie d'emprunt 3F Occitanie pour la résidence L'Alexandrine, se situant sur la commune de Pont-Saint-Esprit. Donc 3F Occitanie sollicite l'accord de la communauté d'agglomération pour la construction de 23 logements. Pour financer cette opération, 3F Occitanie donc, a contracté un prêt de 3 402 276 € avec 5 lignes de prêt auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. D'une part, un PLAI pour 758 967 €, un PLAI foncier pour 232 731 €, un PLUS d'un montant de 1 756 854, un PLUS foncier pour 538 724, et un PHB tranche 2018 d'un montant de 115 000. Donc on nous demande de garantir le prêt à hauteur de 50%, soit 1 701 138, conjointement avec le conseil départemental du Gard. Voilà pour la question numéro 20. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Question donc, le numéro 21 concernant la garantie d'emprunt Habitat du Gard pour la résidence Atria à Pont-Saint-Esprit. Donc, de la même façon que précédemment, l'Habitat du Gard donc, sollicite l'accord de la communauté d'agglomération pour une garantie d'emprunt concernant le projet de construction de 9 logements donc à la résidence Atria. Donc, Habitat du Gard a contracté un PLAI pour un montant de 149 964, un PLAI foncier pour 23 054, un PLUS pour un montant de 425 820, un PLUS foncier pour 50 777, un prêt booster BUI taux fixe de 135 000 €. Donc, il est donc proposé d'accorder une garantie de ce prêt à hauteur de 50%, soit 392 307,50, aussi conjointement avec le conseil départemental. Merci, Monsieur Vanel. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Oui. Donc la question est adoptée. Merci. Madame Lapéroni qui veut préciser de quoi est issue cette reconstruction. Voilà, juste pour l'Atria à Pont-Saint-Esprit, c'est la reconstruction de l'immeuble suite à l'explosion, vous en souvenez peut-être, qui avait eu lieu en 2015. Donc Habitat du Gard a reconstruit ce bâtiment. Merci Madame Lapéroni. Monsieur Banel, cette fois-ci sur le Nison. Question numéro 22. Garantie d'emprunt, donc Habitat du Gard, résidence Le Pont de Nison, l'Irak, 9 logements en rue. Donc Habitat du Gard sollicite l'accord de l'AGLO pour une garantie partielle à l'emprunt concernant le projet de construction de 9 logements qui s'appelle Le Pont de Nison à l'Irak. Pour financer cette opération, Habitat du Gard a contracté un prêt pour 645 563,05 qui se décline en 4 sous-prêts. PLAI 249 876,05, un PLAI foncier pour 96 354, un PLUS pour 225 148 et un PLUS foncier pour 74 185. Et il est proposé d'accorder la garantie de ce prêt à hauteur de 50%, soit 322 781,53. Idem avec la question précédente avec le conseil départemental du Gard. Merci, Monsieur Bonel. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Monsieur Banel, toujours sur
Question numéro 23 concernant toujours Habitat du Gard. Résidence Le Pont de Nison pour 10 logements de droit commun. Donc de la même façon que la question numéro 22, Habitat du Gard sollicite l'accord de l'AGLO pour une garantie partielle à l'emprunt. Pour 10 logements, donc toujours Le Pont de Nison. Cette opération, l'Habitat du Gard peut le financer grâce à un prêt de 1 185 719,40. Il y a donc un PLAI pour un montant de 304 087, un PLAI foncier pour 102 170, un PDES pour 603 979,40, un PLU foncier pour 175 483, ce qui fait donc un montant pour garantir un prêt à hauteur de 50% de ce montant, soit 592 859,70. Idem avec le conseil départemental du Gard. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, toujours garantie d'emprunt sur Saint-Laurent-des-Arbres. Question numéro 24. Donc la garantie d'emprunt Habitat du Gard, la résidence Tour Jacques-Deuze à Saint-Laurent-des-Arbres. Habitat du Gard sollicite donc l'accord de l'AGLO pour une garantie partielle en emprunt de construction de 9 logements en rue. Tour Jacques-Deuze à Saint-Laurent-des-Arbres. Habitat du Gard a contracté un prêt de 898 244,65 qui est constitué de 4 lignes de prêt avec un PLAI de 363 975,54, un PLAI foncier pour 121 163, un PLUS pour 318 415,11 et un PLUS foncier pour 94 691. Il est donc proposé d'accorder la garantie de ce prêt à hauteur de 50%, soit 449 122,33, conjointement avec le conseil départemental du Gard. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, Jean-Yves Chaplet, sur le retrait du SICTIAM. Merci. Donc, en décision en 2012, à la date du 17 décembre 2012, la communauté d'agglomération du Gard rhodanien avait souhaité adhérer au syndicat mixte, au syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes, soit le SICTIAM. De façon commune, la commune de Bagnols-sur-Cèze et aussi la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, du fait de la mise en place d'un schéma de mutualisation efficace, mais aussi de modernisation de plus aboutie et des outils, de la mise en commun d'outils numériques, nous avons décidé de façon commune de sortir de ce syndicat. Ceci a été fait par courrier en date je vais le retrouver en date du 30 mai 2021 pour les deux collectivités, et cette même délibération a été présentée au conseil municipal de la semaine dernière pour la mairie de Bagnols. Voilà, il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver le retrait du syndicat intercommunal des collectivités territoriales, le SICTIAM, question qui a été présentée à la commission des moyens généraux du 28 juin 2021. Merci, M. Chaplet. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Forgeroux. Essayez de trouver un micro. Il arrive derrière. Non? Ah, il faut encore se lever? Je croyais qu'on avait fini les épisodes covidiens. Alors, c'est juste une petite observation. Attends, je pense qu'il n'est pas branché. Il y a Vincent qui va regarder. Gentleman Rousselot. C'est juste une petite observation. L'AGLO de mémoire a été créé en 2013. Et là, vous parlez de la délibération de décembre 2012 de l'agglomération du Gard rhodanien. Ça m'interpelle, c'est tout. C'est juste une question, c'est est-ce qu'il y a un problème de date? Est-ce que ça a été mal mentionné? En fin de compte, c'est la date d'installation du conseil communautaire. Donc, c'est la date qui crée... on a créé l'agglomération des Gard rhodaniens a été créée le 17 décembre 2012 et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à adhérer. Voilà, c'était un problème de date. C'est juste du 17 décembre 2013. Okay. La première réunion de l'agglomération qui a été créée au 1er janvier 2013 a eu lieu le 17 décembre 2012 parce que les élus unanimes ne voulaient pas se réunir le 31 décembre à 22h.
C'est pour ça qu'on a fait l'option du 17 décembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, M. Jouve, sur les travaux de voirie, d'assainissement et d'eau potable. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit donc d'un groupement de commandes avec la commune de Tavel qui nous permettra de réaliser des travaux concernant donc, des adductions d'eau potable et d'eau usée. Cette comaîtrise se fera par l'intermédiaire d'un groupement de commandes et permettra donc à Monsieur le maire de Tavel de pouvoir coordonner l'ensemble des travaux, forcément suivis avec nos techniciens et notre équipe. Voilà. Merci. Ils ouvrent la route. Ils ouvrent la route, on en profite pour faire les réseaux. Et de moins gêner les riverains. Très bien. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante sur les réseaux humides, Monsieur Jouve. Il s'agit donc d'un dossier concernant donc, la rétrocession des réseaux d'eau humide concernant le PRAE Lavoisier. Donc un dossier qui date un peu pour le moment et qui devrait ce soir se remettre d'aplomb. Donc l'agglomération qui est responsable des eaux potables et eaux usées donc, a le devoir de s'occuper de ce coin de ce territoire et de reprendre donc la gestion complète de l'eau potable et l'eau usée. Ce qui sera fait, si vous le souhaitez, vous le votez positivement. Merci. Et du coup, après la délibération d'après, on fixera le prix de l'eau potable et de l'assainissement. Très bien. On va pouvoir amener l'eau aux entreprises qui s'installent de manière plus cohérente que ce que c'était fait avant. Le long déjà. Oui, mais on refacture avec le CEA, c'était compliqué. Là, au moins, ça sera direct. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Et donc, maintenant, on fixe le prix, M. Jouve. Et donc, il est apporté donc, de fixer le prix. Pardon? Je retrouve le truc. Ah, c'est moi qui en ai sauté une? Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. C'est parce qu'on a sauté la 27, le règlement de rétrocession, non? J'ai perdu le fil. Le 28. C'est le 27 qu'on a sauté. Ouais. On a fait le 28, on a fait le 29 parce que c'est dans le droit fil, et après on remonte au 27. C'est moi, excuse-moi. Donc sur le prix. De quoi? On a fait la 27? On vient de faire la 27? Non, là on vient de faire la 28. C'est le règlement que tu as oublié, Jean-Christian. Je pense que c'est le règlement qu'on a oublié. Oui, c'est ça, on est passé au 28 sur le PRAE. Fais le 29 pour le prix de l'eau et on revient sur le règlement. Voilà, c'est logique, bon, on prend. Alors il est proposé donc, au Conseil communautaire de fixer le prix de l'eau potable à 1,62 € hors taxe le mètre cube et l'assainissement à 2,35 € hors taxe le mètre cube. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Donc maintenant, on revient au règlement de rétrocession des réseaux humides. Alors là, il s'agit donc de la reprise, qu'on appelle plus communément reprise donc des réseaux d'eau humide, concernant donc souvent les lotissements. Donc il est amené donc de mettre quand même un règlement sur cette rétrocession et notamment sur des règles de clairvoyance, de reprise et de suivi quand il s'agit d'une construction jusqu'à la réalisation. Et il faudra aussi, puisque d'habitude c'était les communes qui se positionnaient en même temps sur la voirie et sur les réseaux, maintenant il y a une double délibération concomitante. Il faut que la commune qui sera d'accord, délibère pour la partie voirie et que l'agglomération délibère pour la partie réseau. C'est quand il y a des zones privées qui tombent dans le domaine public. Donc il faudra maintenant qu'il y ait les deux, alors qu'avant c'était forcément que la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Donc on bascule à la 30. Question numéro 30. Donc concernant le renouvellement de la station d'épuration de Pont-Saint-Esprit. Donc il est demandé donc, au Conseil communautaire d'autoriser le président à faire le nécessaire concernant la loi sur l'eau afin que le projet puisse se réaliser dans les plus brefs délais. Et on a tout intérêt, puisque dans le cadre du plan de relance, monsieur le député, on a eu le plan rebond sur l'eau et l'assainissement, on a eu 1 400 000 € sur cette opération, donc à condition de commencer évidemment le plus tôt possible. Donc
On a vu aussi les services de l'État pour que les autorisations puissent accélérer. Puissent accélérer et bénéficier de toutes les subventions. Absolument. Et de réaliser au plus rapide cette station d'épuration qui en a bien besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Rousselot. Je m'adresse rarement à l'Assemblée, mais je pense que pour Pôle Saint-Esprit, c'est vraiment un dossier qui est très important. Et comme l'a dit Olivier, il faut vraiment qu'on arrive à accélérer, avoir toutes les autorisations et en temps en heure. Parce qu'au niveau du financement, je pense que pour l'agglomération, c'est pas que pour Pôle Saint-Esprit, je veux dire, voilà, c'est un travail de groupe qui est à faire et c'est vraiment un projet très important, je pense, pour l'agglomération du Gard-Rhodanier. Absolument. La DSP que vous avez signée à Pont-Saint-Esprit avec, je ne sais plus qui c'est, qui fait l'assainissement. C'est qui? Veolia. Donc, Veolia et la DSP prend fin au 31 décembre de cette année. Voilà. Donc nous, comme engagés avec toutes les communes et notamment Pont-Saint-Esprit, on suit ce que la commune a décidé, a voulu et a mis en place sur ces sujets. Donc oui, on est bien conscient de cette nécessité. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Olivier Jouve sur les eaux pluviales urbaines. Il s'agit de préciser la réglementation d'intervention patrimoniale sur l'eau pluviale urbaine. Donc, 3 grands critères: le contenu de la compétence à exercer sur le territoire, les conditions opérationnelles de son exercice et les conditions financières. Voilà, afin de pouvoir au mieux organiser cette compétence. Merci. C'est une délibération courte qui nous a tenu en travail pendant 1 an et demi. Donc, ça n'a pas été neutre. On a travaillé dans le cadre du projet de territoire, différentes réunions. On ne les compte même plus, les réunions sur le sujet. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Benoît Trichot sur les nocturnes de couleur Tavel. Et où, Benoît? Je suis là. Effectivement, c'est une subvention pour les événements œnotouristiques, les nocturnes de couleur Tavel. Donc en 2021, la fête des rosés de Tavel, couleur Tavel, revient et évolue avec les nocturnes de couleur Tavel. Dans l'esprit de couleur Tavel, le syndicat viticole de l'appellation Tavel vous accueillera dans les châteaux, caves et domaines du village pour les soirées plus intimistes. Covid oblige, mais toujours festive autour du vin de Tavel. Donc les vendredis 2, 9, 16 et 23 juillet à partir de 19h. Concerts, bistronomie, expos seront au rendez-vous pour fêter l'arrivée de l'été et offrir de délicieux moments de partage entre amis ou en famille. Donc il proposait d'attribuer une subvention de 1 000 €. Merci, M. Trichot. Et le premier rosé de France. Est-ce qu'il y a des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Benoît Trichot, toujours, sur l'association d'office de tourisme et le solde de subvention. Effectivement, donc un petit rappel historique. La communauté d'agglomération avait délibéré pour la création d'une office de tourisme communautaire, type association 1901. La mise en œuvre opérationnelle de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme est donc confiée par délégation auprès de cette structure associative qui s'appelle Office de tourisme Provence-Occitane. De plus, il a été décidé qu'à partir de 2021, l'ensemble du personnel non titulaire serait embauché directement par l'association. Pour 2021, l'Office de tourisme de Provence-Occitane travaille sur 4 objectifs prioritaires. Le premier, c'est le développement de la notoriété de la destination Provence-Occitane, et le président le rappelait sur les chaînes et sur les radios, on en parle. L'aide à la commercialisation et la professionnalisation des acteurs du touristique, le développement de l'accueil touristique sur les supports, accueil digital, accueil physique et accueil mobile. Ce matin, je crois qu'ils étaient à Saint-Victor-Lacoste. Ces objectifs ont pour but de développer le tourisme sur le territoire et ont été définis par une convention liant l'agglomération et l'Office de tourisme Provence-Occitane. Ceux-ci s'inscrivent totalement dans le nouveau projet de territoire de l'agglomération, notamment au niveau de la promotion de notre patrimoine et de la constitution de l'animation d'un réseau de professionnels.
Donc, afin de pouvoir mener ces projets à bien, une subvention de 300 000 € a été prévue pour 2021. Dans le cadre de la convention partenariat approuvée par la délibération du 15 mars 2021, une avance de 100 000 € ayant déjà été payée, il convient de verser le solde qui s'élève à 200 000 €. Merci, monsieur Trichot. Il faut les subventions qui, après, derrière, ils vont payer. On aurait plus vite fait de les payer directement, mais la collectivité, la comptabilité publique est ainsi faite. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, monsieur Rieux, sur l'agence d'urbanisme de la région d'Avignon. Donc, il s'agit de la convention avec l'ORAV, qui est l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse. L'ORAV nous a suivis pour la mise en place du SCOT. Et nous souhaitons continuer le partenariat avec ces gens-là de manière à suivre l'évolution du SCOT, entre autres, et du PLH aussi. Donc, il y a plusieurs dates qui sont en place là. Donc, on avait signé le 3 juillet 2017 l'expertise avec l'élaboration du schéma de cohérence du SCOT. Le 10 octobre 2017, la communauté d'agglomération a signé avec l'ORAV une convention partenariale dans le cadre de finalisation du SCAT de Rodanier. L'approbation du SCOT par délibération du 14 décembre 2020 est nécessaire de poursuivre le partenariat avec l'ORAV afin de bénéficier de leur expertise dans le suivi de la mise en œuvre du SCOT. Une convention cadre 2020, 2021, 2022 a été signée entre les deux parties le 3 mars 2020. Le montant de chaque mission pour chaque année devra être défini par convention annuelle de subvention. Pour l'année 2021, la mise en place du SCOT a été approuvée et sera un appui partenarial et la mise en œuvre du SCOT, le suivi du SCOT, réalisation d'indicateurs, tableau de bord, accompagnement de la gouvernance. L'objet de la présente délibération est de proposer au Conseil communautaire la dite convention pour l'année 2021. Elle est jointe au dossier. Le montant de la subvention pour 2021 est de 27 000 €. Cette question a été présentée à la Commission Environnement et Territoire du 17 juin 2021. La suite, ce sont des éléments administratifs que vous pouvez consulter, qui n'ont pas, comment dirais-je, pas la peine qu'on les dise, je pense. Le Conseil communautaire décide d'approuver la convention annuelle de subvention 2021, d'autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant à signer la convention en annexe. Voilà. Merci, Monsieur Rieux. Est-ce qu'il y a des questions? L'agence d'urbanisme qui nous suit. Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Nathalie Forgeroux. La question est donc adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Patrick Panetier sur justement la mise à disposition d'agents du service du tourisme. Volet RH du coup. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, dans le cadre de la convention d'objectifs signée entre l'agglomération et l'association Office de tourisme Provence-Occitane, une convention de mise à disposition de 7 agents titulaires a été signée. Ces conventions sont individuelles, elles ont été signées très rapidement par les agents et une mise à disposition d'une durée d'1 an renouvelable 2 fois. L'Office gère le travail des agents. Le Gard rhodanien reste toujours à gérer la situation administrative. C'est le salaire, la rémunération est versée par l'agglo et le remboursement par l'Office du tourisme. Le comité technique du 25 mai a émis un avis favorable et a été présenté aussi à la commission des moyens généraux du 28 juin 2021. Merci, M. Panetier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. M. Panetier, toujours sur la modification du tableau des effectifs. Compte tenu de l'évolution des effectifs, il est nécessaire de revoir la composition du tableau des effectifs pour l'année 2021. Pour tenir compte de la demande d'intégration directe d'un adjoint technique principal deuxième classe pour un cadre d'emploi d'APSEM, idem pour un cadre d'emploi d'auxiliaire de périculture, et pour tenir compte de la réussite au concours d'auxiliaire de périculture d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent. Donc il est proposé de créer 2 postes, un poste d'APSEM principal de deuxième classe à temps complet et 2 postes d'auxiliaire de périculture principal à deuxième classe à temps complet.
à savoir que les 2 postes d'adjoint technique principal deuxième classe seront supprimés au prochain conseil communautaire. La question a été présentée à la commission des moyens généraux ainsi qu'au comité technique. Merci, M. Panotier. Y a-t-il des questions? On crée les grades de ceux qu'elles ont avancé, changé, et on supprime dans 6 mois ceux qui ont été du coup laissés. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie, M. Panotier, toujours sur les contrats d'apprentissage. L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans d'acquérir des connaissances théoriques. Il est proposé la création de nouveaux contrats d'apprentissage. Il y a une petite coquille sur la feuille. Il y a 13 postes complets, au comptant du moins, un poste de CAP d'accompagnement de la petite enfance, 3 postes de diplôme d'État auxiliaire en périculture, 2 postes de diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, un poste de licence en approvisionnement et achat, un poste de titre pro gestionnaire en maintenance et support informatique ou bachelor en ingénierie et réseau, un poste de master en sciences humaines et sociales, un poste BTS métier de l'eau, un poste titre pro assistante de direction, un poste BTS gestion de PME, BTS support de l'action managériale et un poste BP GEPS loisirs tout public. C'est le poste de BTS métier de l'eau qui est redondant. Cette question a été, on a mis un avis favorable au comité technique du 25 mai et elle a été présentée à la commission des moyens généraux du 28 juin. Merci. Y a-t-il des questions? Très bon pour les jeunes qui y sont et pour les agents qui encadrent aussi. C'est la transmission du savoir. On essaye de le faire dans tous les domaines. C'est très très bien. Nous passons donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, M. Panotier, toujours sur la durée de temps de travail. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a mis fin aux dérogations qui permettaient de maintenir une durée de temps de travail annuelle inférieure à 1607 heures. Un groupe de travail a été constitué en début d'année avec les représentants du personnel, le conseiller délégué aux ressources humaines, donc moi-même, la DRH et la DGS. On a abouti à plusieurs propositions qui ont été faites aux différents agents. Il y a eu 224 votants au total. Le résultat, la proposition, c'était 35 heures par semaine, 36 heures par semaine ou 37 heures par semaine. Le résultat, 125 voix se sont portées sur les 36 heures, soit 63,13%. Donc il est proposé de fixer la durée de travail à 36 heures, représentant 1605 heures 60, désolé, on n'est pas arrivé à 1707, à compter du 1er janvier 2022. Alors le décompte, c'est il faut faire 12 minutes de plus. Alors 12 minutes représentent un cinquième d'heure. Donc c'est pour ça que vous avez, pour les multiplications en décimales, 7,20. Voilà, donc pour ces 36 heures, les agents obtiendront 6 jours de RTT. La possibilité pour les autres aussi, c'est de faire ces 36 heures en 9 journées de demi-journée, du moins de 4 heures, de la façon suivante sous le tableau que vous avez ensuite. Toutes les prescriptions minimales de la réglementation seront toujours respectées. Aujourd'hui, nous avons commencé à créer des groupes de travail pour réviser tous les protocoles, puisqu'il est bien entendu que les 36 heures, ce n'est pas toujours facile de les adapter pour tous les différents services. Les groupes de travail ont été créés, sont en cours de création, et le travail va se mettre en place dès la rentrée. Ce protocole de travail a été validé en conseil technique, au comité technique du mai 2021 et présenté à la commission des moyens généraux du 28 juin 2021. Merci, monsieur. Merci, monsieur Panotier. Je transmettrai aussi. C'est beaucoup de discussions et de négociations avec les syndicats. Donc, félicitations à vous, aux élus et aux équipes qui vous accompagnent au niveau des ressources humaines, parce que ça a été un long travail et c'est pas simple. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important. Oui, et ça a été un travail très, très agréable malgré tout, puisque les représentants du personnel ont été très favorables aux discussions et on a pu travailler d'une façon très sereine. Très bien, merci. Est-ce
Est-ce qu'il y a des questions? Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je vous remercie. Question suivante, c'est les informations sur les décisions du président. Donc, on a demandé des subventions à l'ADEME pour le plan de mobilité simplifié. On a passé les conventions de servitude avec le département pour 2 canalisations, celle des eaux usées de Pont-Saint-Esprit et sur le traitement tertiaire des stations d'épuration. On a conventionné avec les ALSH, enfin avec les communes de Pont-Saint-Esprit et Saint-Julien-de-Pérolas sur les ALSH, puisqu'on fait comme l'an dernier pour nos centres aérés, on a besoin de plus d'espace pour respecter les mesures Covid, etc. Le traitement des consommables, c'est tout ce qui est les imprimantes, quand elles sont vides, on a conventionné avec Printera. On a une convention de financement sur la DREAL pour le déplacement des réseaux d'alimentation d'eau potable dans le cadre de la déviation de l'Audun-l'Ardoise. Donc on profite des travaux pour faire bouger un certain nombre de réseaux. Il y a également les Pékelou à Saint-Genès-de-Comolas où on fait une convention de mise à disposition du parking avec la société Concept Construction qui a un projet global. Donc on mutualise le parking. Fixation de la redevance d'occupation du domaine public dans le cadre du service public de la Sorte, de l'Irak, l'Audun et de la Maison de l'Eau, 2019-2020. Prolongation du contrat de ville, il est prolongé d'une année. Vous savez qu'il devait arriver à terme cette année, mais il a été prorogé d'une année. La société Diag et la SOR, on a passé des contrats avec eux pour les branchements d'assainissement dans le cadre des ventes immobilières, parce qu'on n'avait plus assez de monde pour pouvoir le faire. Demande d'autorisation d'urbanisme pour la rénovation de la station d'épuration de Pont, on en a parlé, donc il fallait signer les permis. L'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour les 2 PEM, celui de Pont-Saint-Esprit et de Bagnols-sur-Cèze. La location de Menco, c'est à Pont-Saint-Esprit aussi le gros bâtiment de Menco pour où on va y stocker nos containers qui servent dans le cadre de la redevance incitative. La cotisation Atmo, c'est l'association qui s'occupe de la qualité de l'air, du contrôle du qualité de l'air. Et la mise en œuvre de la gratuité des fluides sur les heures d'accueil des gens du voyage, c'était pendant la période Covid où on avait dit que tous nos locataires, qu'ils soient économiques ou privés, et il y avait les exonérations de loyer. Voilà pour les informations. Et la dernière, c'est Elian Petitjean, Monsieur Petitjean, sur l'information sur les marchés publics. Ça ne se vote pas, mais je pense que c'est important qu'après chaque conseil, on puisse avoir une petite information, un point sur les derniers marchés qui ont été passés, leur montant et les travaux. Monsieur Petitjean. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, comme on a appris un peu l'habitude, je vous donne quelques informations sur les derniers marchés qui ont été attribués ou rendus infructueux. Donc vous avez les travaux d'adduction d'eau potable à Saint-Ané de Roccopertuis, et c'est l'entreprise Carminati Frères qui l'a eu pour 190 987. Ensuite, vous avez eu la réhabilitation de la steppe de l'Audun. C'est le groupement SOR et le bureau d'études Proc Plus et l'agence K qui l'a eu pour 1 502 370 000 euros. Je tiens quand même à dire que la commune de l'Audun avait 600 000 euros d'excédent, je crois. Voilà, c'est important de le rappeler. Ensuite, on a passé le marché l'attribué pour les sorties pédagogiques des ALSH. C'est le groupement Autocar, bon, vous n'êtes pas surpris, mais le groupement Autocar, Fort, Oran et Arlo qui l'a eu. Alors, c'était un BPU et pour 90 000 euros. Voilà. Nous avons aussi passé le marché des travaux pour la première tranche de Sabran. Donc Sabran avait quand même un excédent de 1,3 million, je le rappelle. Groupement Sobater, 6 TP et Robert TP qui ont eu le marché. Alors pour la première tranche, c'est 570 000 euros, 705. Par contre, un marché vient d'être rendu infructueux. Alors il concerne les travaux de restauration de la continuité écologique de la 16 au seuil de Jusclam. Alors pour information, c'est au niveau du captage d'eau de la station de Jusclan. Il fallait refaire le seuil et en même temps, on devait faire une échelle pour que les poissons puissent remonter la 16. Donc ce marché, il y avait une estimation à 400 000 euros. Il est sorti à, on va dire, 800 000 euros. Donc il a été rendu infructueux. Bon, il faut savoir que là-dessus, on est subventionné à 80%. Donc tout ça, ce sont des marchés qui ont été attribués ou rendus infructueux. Ensuite, il y a des marchés en cours. On a le diagnostic et zonage de toute l'agglomération sur l'eau potable et l'assainissement. On a les contrôles des branchements d'assainissement dans le cadre des ventes immobilières. On a les travaux des développements des réseaux sur l'eau potable et l'eau usée et pluviale sur le projet de la déviation de la 580. Ça, c'est la tranche 2. Et on aura une concession eau et assainissement sur les phases, sur l'ensemble de l'agglomération. Alors là, pour le moment, c'est le bureau d'études. Alors on a sélectionné Suez, SOR et Veolia.
En information complémentaire, je peux vous dire qu'on vient de passer 64 avenants concernant beaucoup les marchés d'eau et assainissement. Voilà. Voilà pour ces informations. Merci, M. Petitjean. Est-ce qu'il y avait des questions de précision sur ces marchés? J'ai une Oui, petite M. Trichot. intervention. Alors, c'est pas sur les marchés, c'est par rapport à B16. On vous a envoyé, j'en profite, vous êtes tous là, un mail concernant les prélèvements d'eau. On va passer peut-être en sécheresse cet été. On vous a envoyé un mail avec un guide, avec toute une procédure pour pouvoir, pour que vos administrés puissent déclarer leurs prélèvements, petits ou gros. Donc, on a essayé de simplifier au maximum un synoptique avec les CERFA à télécharger pour qu'on puisse avoir la connaissance de cette donnée. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de compteur à poser pour l'instant sur les forages particuliers, mais c'est une obligation. Tout un chacun doit déclarer son forage, que ce soit un prélèvement direct dans la rivière ou que ce soit un forage. Non. Donc voilà, on vous a envoyé normalement dans toutes les mairies aujourd'hui tout le processus et on fera partir une plaquette qui devrait toucher la plupart de la population. Merci, M. Trichot. La séance est levée. Bonnes vacances pour celles et ceux qui pourront en prendre. Bel été à toutes et à tous. Et à très vite. Bonne soirée, merci.